Hop là. Et voilà, coucou, c'est la revue de presse du monde moderne. La chasse est ouverte. Oui, on va en parler, bien sûr, des chasseurs. On va parler aussi de nature, de culture. On va parler, bien entendu, de vaccins pour les ados, de masques, de foot. Eh oui, c'est l'euro quand même. Il faut faire un effort, hein, quoi. De Big Malion, un peu aussi d'accidents nucléaires en Chine, rien que ça. Et puis aussi de remaniement peut-être. Non, je sais pas. Hop, allez, ça, c'est le menu de la revue de presse, elle est quotidienne, c'est à 8h, c'est sur le Twitch du monde moderne, un stream extraordinaire que nous animons chaque matin à tour, Antoine et moi, avec des invités. Léonard Vincent était là la semaine dernière pour parler de l'état préoccupant du journalisme en France. Mais on aura d'autres invités. Bien entendu, on continue. Et puis, tous les matins, voilà, votre dévoué, Cocker Lubric, moi-même, à 8h, parfois en forme, parfois moins en forme. Alors là, ce matin, voilà, je suis dans les studios de Sud Radio, donc ça va être plus court que d'habitude. Je sais, parfois, vous aimez... pas trop chaud en après-midi, si, dans la cabine de Robert. Maintenant, vous vous connaissez, hein, vous faites des coucous et vous parlez. Ça, c'est super, ça s'appelle une communauté. Et cette communauté, eh bien, elle est formidable, elle est de plus en plus nombreuse. On est bientôt 3000 ici abonnés à ce stream. Donc, continuez à vous abonner, à faire la promotion, bien sûr, du lien de cette revue de presse quotidienne. Et puis, bien coiffé. Ah ouais, je suis passé du coiffeur, donc il fallait, hein, parce que, voilà, arrive l'été, le festival d'Avignon, donc j'aurais sans doute pas le temps d'aller au coiffeur là-bas, donc j'ai tout fait pour être tout bien coiffé au Festival d'Avignon. Voilà. Vous pouvez aller prendre des croissants, bien entendu. Vous pouvez aussi vous faire des tartines beurrées, prendre ce que vous voulez, hein, manger de la cancoyote, du fromage, des fruits frais également, hein, ou bien du bacon, puisque au UK, Boris Johnson obligé d'attendre encore un mois avant de rendre la liberté aux Anglais. Est-ce que c'est ce qui nous attend? On ne sait pas, déjà on ne sait pas jusqu'à quand on va porter le masque, on ne sait rien en fait, donc c'est assez bien, c'est ça qui est super. Par contre, on sait que là, il faut vacciner les ados, il faut y aller, vous allez voir, c'est quand même un... Chez le coiffeur, oui, j'ai dit chez le coiffeur, oui. Absolument, c'est comme ça qu'on dit. Bon, bonjour à toutes et à tous. C'est la revue de presse. Comme je le disais, c'est à 8h, parfois 8h30. Bon, c'est pas, c'est aussi ça qui est bien. Et puis, on va voir cet été comment on fait, mais je ne pourrais pas, évidemment, jouer tous les soirs à 17h et faire la revue de presse tous les matins à 8h, ça risque d'être compliqué ma vie. Donc on fera sans doute pour le mois de juillet un format un peu différent, mais on vous tiendra au courant. On restera bien sûr connecté puisque pas d'été en pente douce, a dit Emmanuel Macron, et pour nous comme pour vous, pas d'été en pente douce, bien entendu. Alors, je disais donc qu'on allait parler de foot. Et bah oui, c'est le Parisien aujourd'hui en France, hein, qui dit voilà, attention, attention, ça y est, c'est le foot, ça y est, c'est le foot. Et bah oui. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il faut que je retrouve ma couverture. C'est le sommet franco-allemand ce soir. Alors, il n'y a pas d'extension du couvre-feu, mais Darmanin a dit aux policiers soyez cool quand même, soyez cool. Hein, on a dit qu'on aimait, mais si vous commencez à mettre des amendes aux mecs qui rentrent après le match à 2h du matin, ça va pas le faire. Donc voilà. Donc un vrai choc pour commencer. Les champions du monde, immenses favoris, entament leur tournoi ce soir contre la prestigieuse Mannschaft chez elle à Munich. Et déjà, des voix s'élèvent pour dire comment ça, on joue chez les Allemands, qu'est-ce que c'est que cette affaire, mon Dieu. Alors voilà, il y a la composition des équipes. Hein. Le capitaine, c'est Lloris qui est dans les cages. Griezmann sera là, Benzema aussi, Mbappé. Voilà pour les trois qui sont devant. Pogba, Rabiot, Kanté, Varane, Pavard et Hernandez. Voilà qui Deschamps a mis sur le terrain face aux Allemands.
Le coup d'envoi est à 21h à l'Allianz Arena à Munich. Du pain des jeux, nous disait-on. Eh bien, c'est maintenant des jeux, des vaccins. Souhaitons donc bonne chance aux Bleus. On verra bien. Dérogation pour fêter la réunion de Munich, je ne sais pas. Merci à ceux qui viennent de reprendre des abonnements pour le level up et tout. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Allez, on est bientôt... c'est bientôt les vacances, hein, mais en fait, c'est pas encore les vacances. Et donc, on va pas parler que de foot, etc. Non, on va parler aussi des choses qui fâchent. Et là, eh bien, on apprend que l'équipe de France a décidé de mettre un genou à terre pour faire référence à Black Lives Matter. Et alors, ça divise. Alors, il y a ceux qui pensent que c'est très bien. Évidemment, il faut lutter contre toutes les discriminations. Et celle-ci, on sait ce que ça a donné avec la mort de George Floyd, etc. Il y a eu un grand mouvement aux États-Unis. Mais certains disent non, c'est peut-être pas à l'équipe de France de le faire. Pourquoi voudrait-il le faire? Et donc, voilà, ça divise. Le geste n'est pas nouveau. Voilà, ces quelques sélections ont décidé de faire ça depuis le début. Il y a eu ça aussi en football américain, rugby, etc. Voilà, les Bleus n'hésiteront pas à le faire. C'est prévu, a annoncé Lloris hier en conférence de presse. Ce n'est pas une première. Ils l'ont déjà fait le 2 juin dernier face au Pays de Galles. Voilà, donc c'est un geste, je pense, plutôt à prendre dans la lutte contre le racisme et les discriminations que autre chose où le débat est ouvert. Hola à tous. Aucune pensée pour les morts du stade au Qatar. Et voilà. C'est ça qui est pas mal. C'est vrai qu'on met un genou à terre et pourtant on ne parle pas des milliers de morts pour construire les stades qataris qui vont être climatisés parce qu'il fait trop chaud pour cette honteuse Coupe du Monde au Qatar. Alors ça va être un vrai grand débat. Faut-il boycotter la Coupe du Monde au Qatar? Et là, il n'y aura plus personne malheureusement. Hein. Peut-être qu'on mettra un genou à terre, on fera le signe de Hunger Games. On dira ah oui c'est vrai, ils sont tous morts en construisant des stades. Oui bon c'est pas grave. Et puis un petit clin d'œil à Blast qui sort aussi les Qatar Papers et personne n'en parle. Alors Denis Robert pousse un coup de gueule hier en disant mais où sont les journalistes? Ce serait bien de parler de la Qatar Connection, de l'argent qu'ils ont filé à BHL. Et au-delà, et de voir un peu qui le Qatar a acheté en France, ça donne le vertige. Mais visiblement, non, il ne faut pas trop en parler, c'est malheureux. Alors, bah oui, ça Zemmour n'a pas aimé le côté genou à terre. Ça c'est sûr, pour lui, c'est la fin de l'homme, un genou à terre, voilà. Et puis, que serait la revue de presse sans parler de Covid ou de vaccin? Ben, on n'a pas le choix, hein. C'est comme ça. On nous resserre la soupe du vaccin. Et là, qu'est-ce que... Alors, attends, j'essaie de... La grande hésitation, voilà. Les 12-17 ans, faut-il les vacciner? 5 millions d'adolescents qui peuvent se faire vacciner à partir d'aujourd'hui. Mais alors, quand on demande, hein, la plupart des parents sont quand même plutôt réticents, parce qu'il n'y a pas assez de recul, tout simplement. Les parents d'ados qui semblent voir moins la nécessité du vaccin, parce que, franchement, ils disent, bon, il n'y a aucun bénéfice. Les jeunes ne risquent rien. Et puis, la professeure Christelle Gras-Le Guen, présidente de la Société française de pédiatrie, répond aux questions du Parisien aujourd'hui en France. Allez-vous conseiller le vaccin à vos patients adolescents sans aucune hésitation à tous ceux porteurs de maladies chroniques susceptibles de faire des formes plus sévères de Covid-19? Mais pour les autres, les ados qui vont très bien, c'est-à-dire l'immense majorité, la réponse est plus délicate. Ils ne sont pas, selon moi, une cible vaccinale prioritaire, contrairement aux adultes qui contribuent le plus à la dynamique de l'épidémie. Je m'insurge qu'on puisse envisager de vacciner des enfants pour pallier l'hésitation des adultes. Ça m'agace beaucoup. Donc elle est plutôt contre, mais elle n'a pas vraiment le droit de le dire. Mais en gros, elle explique qu'elle réserve le vaccin à des ados qui ont des maladies qui entraîneraient des formes graves du Covid, mais certainement pas à la majorité des plus jeunes. Est-ce que vous dénoncez une vaccination altruiste? Oui, car les enfants font très peu de formes graves de la maladie. 5 décès ont été enregistrés contre 110 000 en population générale. Cette vaccination ne sera pas pour leur santé, mais pour celle des adultes. Il est donc indispensable d'avoir la certitude de l'absence d'effets secondaires.
Et alors, a-t-on cette certitude d'absence d'effets secondaires? Voilà ce que nous répond la présidente de la Société de pédiatrie française. Elle est en train de se constituer tranquillement. Les premières études menées par Pfizer sur 2260 ados, donc c'est peu, 2260 ados de 12 à 15 ans sont très rassurantes, certes, mais 2000, c'est pas beaucoup. Elles attestent l'efficacité du vaccin, mais ce nombre n'est pas suffisant. Voilà ce qu'elle dit, pour avoir des garanties sur d'éventuels effets secondaires plus rares. Seul le retour du terrain, la pharmacovigilance pourra le dire. Ça commence avec les États-Unis qui vaccinent à grande échelle. Attendons l'été pour voir comment les choses évoluent chez eux. Donc, on va laisser les États-Unis essuyer les plâtres. Attendons, mais les injections commencent aujourd'hui. Que dire aux patients? Je dirais, pourquoi veux-tu te faire vacciner? Parce que cela te rassure, te déculpabilise à l'idée de contaminer les plus fragiles, te fait du bien à toi. Si oui, fais-le. La prise de risque est mineure, mais si c'est par obligation pour faire plaisir aux parents ou parce que tu as l'impression d'assumer les failles des adultes, alors ne le fais pas. Voilà, et donc le consentement éclairé de l'ado, ça va être très bien. Et en 2021, il est impensable de vacciner contre le Covid un enfant qui ne le souhaite pas. Quand bien même ses parents le voudraient, la discussion doit avoir lieu avec les parents et l'ado également. Alors après, ils disent, oui, mais quand même, on fait d'autres vaccins comme la rubéole qui est bénigne, sauf pendant la grossesse, on vaccine quand même les gamins. La comparaison est bonne à ceci près que lorsqu'on vaccine les jeunes filles ou garçons, c'est aussi pour protéger leurs futurs enfants à naître. Pour le Covid, je dis oui à condition que ce ne soit pas à la place de leurs aînés, sinon c'est très choquant et pas courageux de la part des adultes. Voilà. Donc elle est quand même un peu remontée, c'est pas non plus... voilà. C'est pas non plus la patronne de la Société de pédiatrie française qui incite à la vaccination. Elle est quand même très partagée et on peut la comprendre et c'est plutôt rassurant. Voilà. Alors après, évidemment, on pousse, certains ados vont se faire vacciner parce qu'ils en ont marre du masque, mais il faut leur dire, ça n'empêche pas de garder le masque ni les gestes barrières. La preuve, Grande-Bretagne, une grande campagne de vaccination et un mois dans la vue encore. Voilà. Donc attention pour les plus jeunes. Ensuite, le Parisien fait un portrait du tueur de gendarmes. Vous vous rappelez Frédéric Limolle, qui avait tué et s'était tué avec sa compagne dans le Puy-de-Dôme, survivaliste, paranoïaque, fan d'armement. Et puis quand même cette nouvelle qui pour nous est importante. Mais alors, hop, Samuel Etienne, quand allez-vous reprendre votre revue de presse sur Twitch? C'est vrai ça, vous vous rappelez, en fait on a commencé après lui, la revue de presse, parce qu'on avait dit tiens c'est marrant Samuel Etienne, vous savez il parlait comme ça, avec bienveillance, et puis il disait un peu de la presse, tout ça. Puis on avait dit mais tiens on va faire une revue de presse de gros salles, nous. Et figurez-vous que Samuel Etienne, qui a dû faire une pause en avril, n'est toujours pas revenu sur Twitch. Mais bizarrement, on n'a pas récupéré non plus son public. Donc je sais pas ce qu'il faut faire en fait pour lancer ce stream avec des trompettes, des canons, pour dire attendez, il y a une revue de presse, c'est vachement bien. Il y a aussi Ostpolitique qui fait ça bien avant tout le monde. Il y a aussi, il y en a plusieurs des revues de presse, c'est commence à prendre. Mais pour la nôtre, quand même, qui est la meilleure, celle du Monde moderne, voilà, je me demande comment faire pour exploser les scores et faire un stream digne de ce nom. Alors, je compte sur vous, en fait, voilà, sur le bouche-oreille, sur le partage, sur le fait que c'est quotidien, que ça commence à se savoir, et que quand même on se marre bien la plupart du temps, même si des fois, c'est vrai, je suis un peu plus énervé, un peu plus sombre, un peu plus déprimé par l'actualité, parce que tous les jours lire ça, quand même, d'un moment, tu fais, quand même. Donc voilà, donc on ne sait pas quand Samuel Etienne va reprendre sa revue de presse sur Twitch. Alors on en profite, on est encore plus dévié, on est encore plus sale, on est encore plus bienveillant, la team NTM, tout ça, quoi. Et puis on découvre, fait aussi des raids et t'en recevras. Ah ouais, des raids, voilà, merci. Il faut inviter Hanouna, ça va être compliqué. Samuel Etienne, c'était loin de tout. Il était à plus de 5000 vues, 7000 vues en live, avec beaucoup
beaucoup de followers. Donc c'était rien à voir. Ici c'est une boutique artisanale. Hein. C'était l'industrie de la revue de presse. Mais bon, il y avait un ton, il y avait du réseau. Il y avait nous. Je comprends que certains soient déstabilisés par ce changement de décor permanent, par ces problèmes techniques récurrents, par cette mauvaise foi aberrante, hein, par parfois aussi ce cynisme qui peut en rebuter plus d'un. Mais c'est pas du cynisme, c'est de l'humour. Alors on peut faire des raids sur BFM. Ah peut-être, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Mais enfin voilà, donc il faut faire des raids. Alors là, il faut que je fasse un raid là. Mais non, mais quand je fais un raid, après, du coup, ça déconnecte mon stream. C'est en fait pour ça que je ne comprends rien. Comprenez que je n'ai encore pas tout compris de Twitch, mais qu'on a compris que c'était pas mal, qu'il fallait qu'on fasse des trucs ici, quoi. Inviter Darmanin, non. Non, 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 quand même. Non, quand même. Non, 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 non. Bon, donc voilà, donc Samuel, si tu nous regardes. Voilà, et puis alors Libé qui fait sa une sur les abstentionnistes, et ça c'est vachement bien, puisque effectivement, comme vous pouvez le voir sur cette une, beaucoup de gens ne vont pas voter pour les départementales et régionales, soit qu'ils ne comprennent pas les élections, soit qu'ils n'en aient tout simplement rien à foutre parce que c'est bien loin finalement de leurs préoccupations, et donc ils préfèrent ne pas aller voter tout simplement parce qu'il n'y a rien à y faire dans ces élections où on ne comprend pas. Alors, ah oui, Nikita, c'est vrai, je pourrais inviter Nikita. Une fois par semaine, ou Marlène. Marlène moins, parce que quand même, Marlène, ça fait mal aux oreilles. Nikita, c'est mieux quand même. Ouais, c'est pas con. Tiens, surprise de juin, c'est la condamnation de Darmanin. Ah, non, c'est pas ça. C'est Macron, fais-moi le malin. Non, qu'est-ce que c'était gênant. Qu'est-ce qu'ils sont gênants, la reine. Oh, qu'est-ce qu'ils sont gênants. Ils sont gênants. Enfin, pas que pour eux, quoi. On est tous très gênants. Alors, l'abstention, le parti aux 20 millions de voix, pour beaucoup, voter est devenu un acte trop compliqué. Alors c'est vrai que c'est pas facile, hein, il faut réfléchir, hein, il faut lire les programmes aussi. Souvent on n'a pas envie, hein, avec les têtes des candidats dessus, des gens tu fais là. Et donc Libé nous sort les chiffres en fait de cette abstention. Alors voilà. Qu'est-ce qui fait que les gens ne votent pas? Alors la plupart disent oui, au premier tour, on vote contestataire. Deuxième tour, on s'abstient si personne ne nous convient. Le barrage républicain n'a plus de sens, ça maintient tout le temps les mêmes au pouvoir. C'est culturel, hein, nos parents ne votaient pas, personne ne nous a appris. Voilà, je ne me sens ni en rupture ni gréviste, je suis juste indigné à l'égard de la classe politique. Je considère que je fais de la politique à mon échelle, en discutant, voilà, etc. Donc les gens se désintéressent du politique, mais le politique s'intéresse à eux. L'idée, c'est de récupérer toutes ces voix. Et puis on ne comprend pas pourquoi il y a autant de gens, à quoi ils servent. C'est vrai que tous ces gens sur les affiches, on ne sait pas qui ils sont, ni ce qu'ils vont faire. La politique ne m'intéresse pas, de droite ou de gauche, c'est la même chose, de toute façon, c'est déjà fait d'avance, nous dit Sandrine. Et alors voilà, pourtant, quand on pose la question, parmi les acteurs suivants, lesquels diriez-vous qu'ils détiennent le pouvoir pour changer ce qui ne va pas dans la société? Les citoyens d'abord, oui, l'État ensuite, les entreprises, les partis et dirigeants politiques, les ONG et les syndicats en dernier. Mais les citoyens, pour changer ce qui n'est pas dans la société, il faut quand même qu'ils votent, parce que c'est un droit et parce que c'est grâce au vote qu'on va avoir des majorités qui vont faire des politiques majoritaires ou non. Alors, elles sont majoritaires façon de parler, hein, dans les urnes. Quand on est élu avec moins d'un électeur sur 10, voilà, c'est... non, la date, c'est le 15-07, pardon. Ah, je ne sais pas de quoi vous parlez, excusez-moi, j'essaie de suivre en même temps ce que vous racontez sur le chat, mais j'ai du mal. Il n'y a pas de mépris pour l'abstention.
Au contraire, beaucoup de gens refusent de voter parce qu'ils ne cautionnent pas le système, en disant que de toute façon c'est joué d'avance. Mais il y a une question sur comment réintéresser les gens aux faits politiques en disant qu'ils le veuillent ou non, parce qu'ils sont citoyens, parce qu'ils habitent dans un pays, parce que voilà, ils sont de toute façon concernés par la politique. Donc s'abstenir, c'est déjà un choix politique qui fait que ils se retrouvent enfermés dans un autre choix politique qui est celui de ne plus jamais pouvoir choisir. Alors, je suis d'accord, hein, la démocratie représentative, c'est quelque chose qui est perfectible, qui aujourd'hui est carrément en panne dans notre pays parce qu'il n'y a pas de proportionnel. C'est aussi effectivement parce que ceux qui sont aux manettes depuis des années font tout pour rester aux manettes et organiser un système, que ce soit la carte électorale et son découpage, que ce soit le refus de la proportionnelle, que ce soit aussi la façon dont on fait campagne, le procès Big Malion aujourd'hui pour montrer comment l'argent en fait pourrit les élections et comment la plutocratie voilà donc a pris la place sur la démocratie. Et évidemment, qui représente-t-il aujourd'hui? C'est la vraie question, et c'est aussi pour ça qu'il y a autant d'abstentionnistes, malheureusement. Et alors voilà, on va dire, pourquoi vous n'allez pas voter? Alors qu'est-ce qui explique votre motivation de ne pas voter? Voilà les réponses donc de ceux qui ont répondu au sondage. Les candidats et leurs projets ne répondent pas aux attentes des Français, 44%. La lassitude face au débat politique, 42%. J'en ai ras-le-bol de voir toujours les mêmes raconter les mêmes conneries. Et là, les médias ont un rôle critique à jouer parce que, en parallèle de ce désamour de la politique des Français, on apprend que les candidats du Rassemblement national sont surreprésentés, que les candidats de la majorité sont surreprésentés dans les médias. Donc, il n'y a pas de débat démocratique organisé par les médias, finalement. Tout ça saoule les Français qui, évidemment, disent « je ne vais pas jouer à un jeu de toute façon qui est joué par des milliardaires, ça sert à rien ». Donc évidemment, ça commence à se voir. Et ce désamour, il dit quelque chose du blocage démocratique, de la mainmise aussi sur voilà, ces milliardaires qui achètent des médias pour faire des sondages, pour inviter toujours les mêmes. CNews a beau être remis en cause par le CSA, ils font toujours la même chose. Ils payent une amende de 300 000 balles, ils s'en foutent, et ça recommence de plus belle. Voilà, les élus ne comprennent pas les préoccupations des Français, 41%. La volonté de manifester un mécontentement à l'égard des politiques, 37%. Donc c'est un acte politique pour dire « allez vous faire foutre ». Mais bon, voilà, n'empêche qu'eux s'en foutent, puisqu'il n'y a pas de quorum. Donc même si tu es élu avec un électeur sur 100 000, tu dis « ah ben j'ai gagné, j'ai une voix ». Ce qui est quand même un peu dingue. Enfin, je veux dire que c'est quand même pas comme ça. Il faudrait que je regarde plus en détail les lois électorales, mais voilà. Le manque d'idées nouvelles, les élus et dirigeants qui n'ont pas le pouvoir de changer les choses, le fait que ce soit évidemment des acteurs, mais pas vraiment des gens qui ont le pouvoir politique, les Français qui ne sont pas intéressés, les Français manquent d'informations sur les enjeux, les sujets politiques, 13%. Je pense que c'est beaucoup plus haut en réalité. On cache les vrais enjeux politiques aux Français. Alors je dis on. Les éditorialistes, la façon dont est présentée l'information, la hiérarchie de l'information fait que les vrais sujets sont cachés. La pauvreté massive, la précarisation, le problème du chômage de masse, qui est un choix politique. Et donc on fait monter en parallèle la sécurité, l'immigration, d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec les vrais sujets, qui sont il faut taxer les riches, le partage des richesses tout simplement, et la lutte des classes, même si c'est un gros mot, par les temps qui courent, elle existe. La preuve, au G7, il n'y avait pas de masque, tout allait bien, ils déconfinent à blinde, les jets privés n'ont jamais autant volé, on est en train de faire de la pub sur LCI pour la classe business affaires, je ne sais plus quelle compagnie aérienne, mais non, il faut les pauvres, il faut quand même continuer de mettre un masque et de ne pas aller voir le foot, il n'y a pas de dérogation, attention. Bref, un désamour profond, donc, qui mériterait qu'on en fasse un stream complet, en fait, plutôt qu'un petit aparté dans cette revue de presse. Mais j'avoue qu'il y a là quelque chose d'important, à la fois pour l'avenir de la démocratie française, pour ce qu'on est aujourd'hui, et le manque d'instruction civique, évidemment, le fait que les gens ne sachent plus, en fait, pourquoi ils votent, comment fonctionnent les institutions, etc. Les paradis fiscaux, bien sûr. Il y a beaucoup de choses à changer. Alors, surtout des droits, le droit de vote, un des derniers rares droits. Le masque. Oh, le masque. Vous étiez là quand j'ai fait Gollum avec son masque. C'était il y a quelque temps. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le masque? Eh ben, en fait, on ne sait pas.
15 mois de va-et-vient réglementaire. Hein. Voilà, il y a eu, alors 13 mars 2020, c'est totalement inutile dans la rue. Hein. Voilà, au début de la pandémie, hein, finalement, considéré comme inutile à moins d'être cas contact, soignant ou contaminé, son usage dans la population est fortement désapprouvé par l'exécutif en pleine pénurie de masques. Voilà, il n'y avait plus de FFP2, il n'y avait plus rien. Donc ça ne sert à rien, hein, disait Édouard Philippe. C'est une ressource précieuse pour les soignants et totalement inutile pour toute personne dans la rue. Bon, d'accord. Le 28 avril 2020, pierre angulaire dans les transports. Un mois plus tard, le gouvernement change de stratégie. Le masque est utile, voire nécessaire pour lutter efficacement contre l'épidémie. Voilà, l'allocution du 28 avril du Premier ministre qui présente les 6 grands axes de sortie du confinement. Obligatoire dès le 11 mai dans les transports en commun pour les personnes de 11 ans et plus. Sinon, 135 € d'amende. Et on le savait, on avait dit dès le début, vous allez voir, le masque est inutile dans un mois. Si tu n'en as pas, t'as une amende. Et ben ouais, ça n'a pas raté. Voilà. Ensuite, on a eu le 20 juillet 2020, obligatoire dans les lieux publics clos. Eh oui, face à la progression, l'État resserre la vis fin juillet. Port du masque dans les lieux publics clos. De nombreux médecins sont alertés sur les signaux faibles de reprise de l'épidémie. Hein. Dès juillet 2020, les mecs se disent « Ah là 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 là, ça repart, ça repart ». Et oui, ils faisaient état de leur inquiétude dès le 2 juillet de risque de transmission par voie aérosol du virus, ce qu'on sait hein, depuis, et qui rendait évidente l'obligation du port du masque dans les lieux fermés, publics, voire privés. Puis, 3 août 2020, multiplication des arrêtés préfectoraux. Début août, le gouvernement franchit un nouveau cap et impose le masque dans la rue. Mais loin de généraliser cette obligation dans les villes, le gouvernement laisse au préfet de chaque métropole le choix de décider quelles rues seront concernées. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais vous aviez donc des rues qui étaient concernées par le port du masque et d'autres non. Donc c'était compliqué de savoir à Paris si tu changeais de rue, et ben tu avais le masque ou pas. Tu avais certaines zones, hein, donc c'était des zones, Champs-Élysées, Batignolles, etc. Et puis le 28 août, c'est fini. Jean Castex arrive et là, il généralise le port du masque dans toute la ville. Faisons simple, avec mon cabinet de conseiller préféré, nous avons décidé de vous masquer tout le temps et par tous les temps et dans toutes les rues. Et voilà. Et puis 28 mars 2021, les masques artisanaux sont déconseillés. 28 janvier, j'ai dit 2021. Voilà, encourager en début de pandémie l'usage du masque artisanaux. C'est fini, au revoir, rangez-les. Maintenant, il faut mettre, voilà, le HCSP recommande aux Français, et c'est la recommandation que je leur fais également, dit Olivier Véran, de ne plus utiliser le masque artisanal qu'on a fabriqué chez soi. Non, non. Il faut mettre des bons masques en plastique, hein, des petits masques comme ça, là, des mascounets, ou bien des gros masques de FFP2, etc. Sinon, on n'en sortira pas. Donc voilà, finalement, tant de changements de doctrine qu'on ne sait plus. Et puis là, on nous dit « Ah, peut-être bientôt, vous allez pouvoir balancer le masque. Peut-être, si vous êtes sage. » Attention, hein. Boris, il avait dit ça, et puis les Anglais, ils ont un mois de plus parce qu'ils n'ont pas été sages. Enfin, c'est pas leur faute, c'est le variant Delta. Variant indien. On n'a plus le droit de dire variant indien, il faut dire variant Delta. Ouais. Enfin bref. Mangeons du Nutella pour être en bonne santé. Je ne sais pas, le placement de produit, on n'a pas encore des annonceurs pour ce genre d'annonce, mais peut-être, oui, évidemment, peut-être c'est un truc à faire. Mais sans doute le virus pendant les vacances prend aussi des vacances, puis tout le monde en a ras-le-bol, je crois, tout simplement. Alors donc on attend la rentrée pour être confiné avec une nouvelle vague en disant ah, variant, alors ce sera pas le delta, ce sera le oméga, l'alpha, je sais pas, ils vont nous trouver un nom super, bref. Et puis aujourd'hui, oh mais Sarkozy au procès Big Malion, la parole est à la dépense. Joli titre, Libé, parfois Libé, encore des éclairs de génie dans les titrailles, ça fait plaisir. Et oui, le candidat pour 2012 comparaît ce mardi pour financement illégal de campagne électorale, mais il n'a pas de quoi s'inquiéter, évidemment, puisque ce sont les lieutenants qui font paratonnerre et qui vont dire non, mais il savait rien, vous savez, lui, il savait rien. Et regardez la peine encourue, en fait, pour le simple délit de financement illégal de campagne électorale, c'est 1 an de prison maximum et 3 750 € d'amende pour les peines qui sont reprochées à Nicolas Sarkozy. Donc il a vraiment pas à s'en faire, donc il vient même pas au procès en fait.
Donc il n'y va pas, et c'est les 13 autres prévenus qui, eux, risquent jusqu'à 5 ans de prison pour escroquerie, abus de confiance, recel, faux, usage de faux, et 16 millions de dommages et intérêts. Mais ce qui est génial quand même, c'est de dire que financement illégal de campagne électorale, c'est 1 an de prison max et 3 750 € d'amende. Et là, moi, je me dis, mais c'est waouh! En fait, tu as la licence 006, c'est le permis de tuer, et là, tu as la peine en fait, qui te dit c'est le permis de frauder, quoi. Clairement, tu sais que tu peux y aller, tu peux financer illégalement ta campagne, du moment que tu ne te fais pas prendre, et même si tu te fais prendre, finalement, 3 750 € d'amende sur les millions de brousoufs que tu t'es mis dans les fouilles, et 1 an de prison maximum, que tu ne feras pas, puisque tu as ton pince d'immunité. Pourquoi se priver, hein? Donc on prend Nicolas Sarkozy. Nicolas, peut-être reviendra-t-il dans le jeu politique. La peur, évidemment, de son camp, c'est qu'il ne prenne parti pour Emmanuel Macron. Oh, alors, il y a des membres bravo à Lavrieux qui avaient dit non, machin. Et donc, Libé parle de l'ombre du parrain. Voilà, donc sondage après sondage, l'ancien président reste le préféré des sympathisants, les Républicains. Indépassable, pas tout à fait. Depuis peu, dans le tableau de bord mensuel des personnalités politiques de l'IFOP, Édouard Philippe est devant, bien sûr, Cruello, le maire du Havre, 89% d'opinion favorable chez les électeurs de son ancien parti. Dans son dernier ouvrage, Impression ligne claire, le maire du Havre se paie le luxe d'un hommage appuyé à celui qu'il a autrefois durement combattu. Ses intuitions et réflexions sur les grands sujets nationaux sont précieuses. C'est sur les sujets internationaux qu'il est le plus pénétrant. De quoi prolonger encore le supplice d'une droite déboussolée. Ah oui, Sarko pénétrant sur les sujets internationaux, je n'aurais pas utilisé cet adjectif, mais bon. Il est bien payé par le Qatar, Nicolas Sarkozy. Et puis une disparition terrible, celle de Mandrika, l'auteur du Concombre masqué, un grand de la bande dessinée française qui a bercé mes jeunes années, qui a été un poète, mais aussi grande gueule, iconoclaste, qui a été un des premiers aussi à montrer comment finalement le métier d'auteur, que ce soit de BD ou autre, était maltraité, qui a repris son indépendance, voyant Dargaud l'emmerder à ne pas pouvoir publier ce qu'il voulait à la fin de sa vie. Il avait dit de toute façon, plus question de me faire chier sur une BD pour que mon éditeur juge ou non si elle est vendable. Moi, je suis parfaitement heureux, je n'ai besoin d'emmerder personne pour y trouver un peu de plaisir. Son petit jardin zen où il faisait pousser ses combres masqués, voilà. Il était fondateur de l'Écho des Savanes, il passait évidemment par Charlie, il a fait pilote, enfin vraiment toute l'épopée de la BD française, et voilà. Et le voilà parti, Mandrika. C'est triste. Nikita Mandrika. 80 ans, voilà, dimanche. Je vous invite à ressortir vos BD du Concombre masqué ou aller les trouver en bibliothèque et lui rendre hommage à ce grand monsieur du crayon. Ensuite, le Figaro. Alors, le Figaro. Voilà. Hop. Ce que Macron prépare pour l'après-régional. Alors tout le monde se demande, est-ce que Macron va faire un remaniement? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Qu'est-ce que Macron quoi? Là, il dit rien. Franchement, des voix s'élèvent pour réclamer un remaniement ministériel à l'issue des scrutins départementaux et régionaux. C'est la question. Que faire en cas de défaite? Bon, défaite annoncée, évidemment. Là, pas vraiment. Le président doit-il privilégier un remaniement de grande ampleur, comme ce fut le cas après les municipales, quand Édouard Philippe a été remplacé par Jean Castex, ou se contenter d'un remaniement technique si un ministre était élu? Il y aura forcément un remaniement. Après, la question, c'est quel va être le périmètre, hein. Et voilà, donc c'est le défi de l'après-régional. Que va faire Emmanuel Macron? Que peut-il faire? On se demande. Alors, il faut savoir que le gouvernement Castex, c'est quand même un des gouvernements les plus chers de la 5e. On n'a jamais eu un gouvernement qui coûtait aussi cher. Et donc, ils se disent peut-être qu'on va quand même virer Marlène Schiappa. Bon, quand même, elle sera très bien à la rentrée sur le plateau de TPMP pour être chroniqueuse. Donc, ça ne sert à rien de la garder en ministre. Ils sont 43 ministres qui ne servent à rien. Beaucoup qui sont inconnus au bataillon. Donc, évidemment, et donc c'est le gouvernement le plus cher de la 5e. Donc, à un moment, ça commence à se voir. Et voilà, je pense que
Et puis, ils sont estampillés Covid. Et ça fout mal. Hein. Non, on n'en veut plus du Covid. Donc Véran aussi, sans ses jours comptés, tout comme Castex et beaucoup d'autres. On verra. Ça, c'est la tambouille. On va en parler longuement après les régionales. Et puis, regardez Richard Ferrand qui nous dit « Le président est toujours en campagne pour écouter, agir et expliquer. Est-il en campagne électorale ? Je ne le crois pas. Est-il en campagne pour nos valeurs, pour la France et pour l'Europe ? Oui, il n'a jamais cessé de l'être. Ah, que c'est beau, que c'est bien dit de son côté, côté LR pour les régionales. Je vous sors cette citation de Geoffroy Didier, alors je n'ai pas l'image, mais qui disait dans le Figaro Live, Valérie Pécresse est un roc, une force, un rempart, une force tranquille. Alors Pécresse, attention à la Valoche qui dort. Hein. Il y a eu le débat hier où elle n'était pas brillante, mais bon, elle a quand même défendu le bout de steak. Mais certains la voient comme candidate DLR après sa victoire au régional si elle gagne, et en fonction de son pourcentage, bien sûr. Affaire à suivre, Valoche. Richard, ciao. Les mutuelles de Bretagne te remercient bien. Qu'est-ce que c'est ça, le Parisien? Qu'est-ce que ça fout là? Mais non, je ne veux pas de ça. Je veux de ça. Voilà. Les 100 jours de l'Europe aussi, 2021, au début de l'année, la France sera présidente de l'Union européenne, présidente tournante. Et donc Macron a décidé d'utiliser les 100 jours à blinde pour sa campagne, puisqu'après, dès le mois de mars, il ne pourra plus. Et pourtant, la présidence dure 6 mois. Donc il y aura une entourloupe, magnifique entourloupe avec cette présidence de l'Union européenne. Et au sein de la majorité, on se ronge les ongles en disant, vous imaginez le bordel si c'est Marine Le Pen qui gagne et qui donc, en cas d'alternance au printemps 2022, celle qui succédera ou celui qui succédera à l'Élysée reprendra les clés de la présidence de l'UE. Et passer de Macron à Marine Le Pen, ça ferait quand même chaud et froid. Donc petit souci d'agenda là, mais bon, ça va être réglé avec cette campagne magnifique. Et puis c'était la photo de couverture de l'ouverture de cette revue de presse que vous adorez, la revue de presse du Monde Moderne, tous les matins à 8h, en live sur Twitch et puis sur tous les autres réseaux. Ensuite, aujourd'hui, c'est un grand jour. J'espère que vous êtes prêts, parce que c'est le jour où Édouard Philippe reçoit sa petite médaille à l'Élysée, remis par Emmanuel Macron. Et oui, c'est un grand jour pour Édouard Philippe. Un an, jour pour jour après son départ de Matignon, l'ancien Premier ministre a rendez-vous à l'Élysée, à midi, devant sa famille et quelques dizaines de fidèles priés sur le volet. Cruello, le maire du Havre, par Blanche Barboire, va être décoré par Emmanuel Macron du grade de grand officier de la Légion d'honneur, c'est-à-dire qu'il a le même pins que Manuel Valls. Et avec ce pins, tu peux faire n'importe quoi, te présenter en Espagne, puis revenir, et puis passer de gauche à droite, dire que voilà, c'est un peu le même pins que le président de la République, c'est le pins d'immunité Koh-Lanta présidentiel. Ça te permet d'éviter beaucoup d'ennuis avec la justice, sachant que d'ailleurs Édouard Philippe a été perquisitionné avec Agnès Buzyn, Olivier Véran, etc., dans le cadre des enquêtes sur la gestion de la crise Covid, qui a été plus que calamiteuse, même si aujourd'hui la presse dit que Macron a réussi son pari et que ce n'est pas un fiasco total. Et puis on nous dit voilà que Édouard Philippe et Emmanuel Macron ont plaisir à se voir et à échanger, qu'ils sont, ils ont traité une relation impénétrable. Beaucoup de pénétration entre le pénétrant de Sarkozy sur la politique internationale et puis là cette relation impénétrable. Ils aiment la boxe tous les deux, donc ils se font des petits matchs comme ça entre amis, on peut imaginer. Voilà, il n'y a entre eux officiellement pas de feuille de papier à cigarette entre les deux têtes de l'État. En réalité, tension et divergence. Édouard parle davantage d'Alexis Colère qu'à Manu. Et puis, il veut peser. Édouard Philippe, et donc il fait peur, il prend de l'avance sur Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin pour la succession d'Emmanuel Macron, une façon de semer des petits cailloux, dit un de ses amis, en vue d'une candidature pour 2022. Oh là là, il pourrait être le seul recours, c'est tellement pas écrit, c'est tellement pas gros comme une maison, c'est formidable. Il veut apparaître comme l'héritier naturel. Voilà, l'ambition présidentielle d'Édouard Philippe n'est plus un tabou. Il voit tous les patrons de boîtes, il a vraiment la dalle et ne cache plus qu'il veut être président, hallucine un ministre. Il veut récupérer la mise, il prend de l'avance sur Bruno Le Maire, Bruno Le Rebond ou Gérald Darmanin, sur la succession d'Emmanuel Macron, décrypte un autre membre du gouvernement. Après avoir construit un réseau d'élus locaux de maires, l'ex-hôte de Matignon se construit des relais au Parlement. Méthodiquement, il soigne ses relations avec les députés qu'il apprécie à droite au sein de la République en marche.
c'est formidable. Un autre Macron est possible. Hein. Il cherche à prendre le leadership sur la future majorité. Vient voir les députés macronistes un à un pour avoir un futur groupe à sa main. Les manœuvres d'Édouard Philippe intriguent au point que certains marcheurs redoutent que l'ancien cadre des Républicains veuille carrément mettre la main sur le parti LREM. Oh, oh, alors qu'ils viennent d'acheter un siège tout neuf à 35 millions d'euros. Mon Dieu. À regarder Roland Lescure, hein, président de la commission des affaires économiques, se positionne pour succéder à Guérini uniquement pour vendre ensuite le bébé à Édouard Philippe. C'est affreux. Il va voler leur bébé. Oh. Ça folle un macroniste historique. Bon, les macronistes ont peur de Philippe. Hein. Alors, en fait, tout ça, évidemment, le maire du Havre n'a aucun intérêt pour ce parti fondé par Emmanuel Macron, qui a ses initiales, d'accord. Je préfère qu'on soit 10 000 en capacité de fixer une ligne plutôt que 100 000 tous d'accord, a récemment dit l'élu. Voilà, un autre élu. Voilà, au soir de la prochaine présidentielle, la bataille pour la succession de Macron commence. Édouard Philippe, bien sûr, il baisse. Donc, ça va être une fantastique guerre des égaux aujourd'hui, cette remise de médaille. Ouh là là, j'en tremble d'avance. En marche, en pause. Et puis merci pour ce moment, monsieur, comment il s'appelle, Savary, alors j'avoue ne pas trop savoir qui c'est, Gilles Savary, qui nous dit: le président de la République a un bilan de gauche. Voilà, c'est un ancien député PS et il est délégué général de Territoire et Progrès, qui est un sous-parti En Marche, hein, qui fait partie de la majorité présidentielle. Voilà. Merci beaucoup Christophe Savary, merci et surtout au revoir. Et Boris Johnson, je vous le disais, qui décale d'un mois la sortie de la crise sanitaire pour les Anglais parce qu'il y a le variant. Il y a le variant, ils avaient pourtant accéléré. Et alors, les mecs disent, mais quand même, si à chaque fois qu'arrive un nouveau variant, les ministres s'affolent, on ne pourra jamais sortir de ce pays. Et puis, les mecs disent, je ne comprends pas, ancien ministre de la Santé, Stephen Hammond, qui disent, c'est extraordinaire, on a plus de restrictions en place maintenant que lorsqu'on n'avait pas encore de vaccin. Donc, il ne comprend pas, ce ministre, je ne comprends pas pourquoi on arrive là. Donc en termes de ratage, les Anglais sont quand même pas mal aussi. Ça parle Liban. Évidemment, l'enquête sur le violeur du Hamel incestueux et pédocriminel est classé sans suite. Hein, il y a prescription. C'est comme ça, ma bonne dame. Que voulez-vous ? On ne va pas en parler, il m'énerve trop. Et puis les chasseurs. Alors ça, c'est quand même la news du jour. Hein. Le chasseur est un animal en disparition comme un autre. Et oui, la Fondation Sommer vient de publier un livre blanc dans lequel elle prévoit le déclin de cette activité et donne des pistes de survie. Alors, il faut savoir qu'il faudrait que 50 000 personnes passent leur permis chaque année pour renouveler le nombre de chasseurs qui arrêtent sur la période. Or, elles ne sont qu'entre 18 000 à 21 000, donc c'est pas beaucoup, hein, c'est moitié moins. À ce rythme, il y aura donc moitié moins de chasseurs en 2040, et donc il faut faire quelque chose. Alors, il ne faut pas se replier sur nous-mêmes, hein, bien sûr, il faut trouver des solutions, il faut chercher aussi à évoluer. Le problème, c'est que les chasseurs sortent beaucoup moins. Auparavant, le loisir était pratiqué 15 à 20 fois par an. Alors, on appelle ça un loisir, hein, des petits piou-piou. Avant, donc c'était 15 à 20 fois par an. Maintenant, c'est 4 à 5 fois, donc beaucoup moins de chasse. Alors, les chasseurs qui restent sont assidus, mais il y a beaucoup de chasseurs comme ça qui sont beaucoup moins assidus. Et puis, le problème aussi, c'est l'urbanisation. Hein, de plus en plus de zones peuplées qui font que dans les zones densément peuplées, le bruit de l'arme à feu est souvent un problème. Je confirme. Comme le cerf, quand il arrive dans ton parking, c'est un petit problème aussi. Hein. Donc voilà, il cherche des solutions. Hein, alors, un réducteur de bruit sur les fusils, pas con. Le tir à l'arc aussi, ça c'est pas con, hein, pour le gros gibier. Et le vol des oiseaux prédateurs pour les petits gibiers. Voilà, ça c'est des solutions alternatives. Donc chasse aux faucons, le tir à l'arc ou bien le silencieux sur le gros fusil pour pas emmerder les riverains. On continue de chasser au plus près des habitations. Pourquoi pas, hein. Bravo, bravo. On aime cette créativité du chasseur. Et puis voilà, il y a des domaines de chasse dans le cadre exceptionnel, mais il faut pouvoir proposer des hébergements. Tout ça, ça devient un truc de riche. Hein. C'est comme le golf. Donc vous avez quand même la chasse prolo et puis la chasse de la haute. C'est deux chasses très différentes, mais n'empêche.
Voilà, les consultants proposent de sensibiliser les chasseurs à ces nouveaux courants de pensée. Ils prônent une mise en avant des travaux de biodiversité. Bref, le chasseur écolo accentue la concertation avec le monde agricole et puis le verdissement de la PAC. Voilà, je voulais finir aussi. Alors, qu'est-ce que j'avais après le chasseur? Ah bah oui, sur ce merveilleux Villeroy de Galleux qui dit c'est fini, allez, on rend les sous maintenant, c'est vous qui allez payer. On adore, j'adore ce mec, il est trop cool. Villeroy de Gallo, il est trop cool. Alors, vous prévoyez un autre bond de la croissance cette année, sur quel fondement? Parce que lui, on arrête les aides parce que de toute façon, la croissance, elle va être de plus de 5%. Il a dit, mais comment? Mais où? Bon, il dit, alors, sans être encore à l'arrivée, l'économie française s'accélère sur la route de la sortie de crise. On le voit dès à présent avec des services en premier lieu, l'hôtellerie-restauration qui repart sur mai, et surtout jeune. Après la chute, la croissance française atteindrait 5,75% en 2021, soit davantage que la moyenne européenne. Et voilà, blablabla. Et alors, l'épargne des ménages, il dit bah, il faut choper l'épargne des ménages, mais prévoyez-vous de l'inflation sur les salaires? Le retour de difficultés de recrutement ne semble pas créer de tension salariale, mais c'est à mes yeux la préoccupation économique la plus forte. Des fois qu'il n'y ait pas assez de chômeurs pour qu'on n'augmente pas les salaires, comment on ferait alors, hein? Dans notre enquête de juin, près de 40% des entreprises font déjà état de ces difficultés, alors même que notre pays compte 3 millions de chômeurs. Ben voilà, donc c'est un paradoxe, hein, c'est insoutenable socialement et économiquement, et donc la bataille prioritaire pour les compétences. L'inadéquation entre compétences et emploi représente depuis des années le principal frein à la croissance. Et c'est comme ça qu'on te propose des métiers que tu n'as pas du tout envie de faire ou tu n'es pas fait pour. Donc il faut te former après pour faire des métiers que tu n'as pas envie de faire. Notre pays n'a surtout pas besoin de dépenser davantage, ni même d'investir tellement plus, mais avant tout de former mieux et de rendre le travail plus incitatif. C'est-à-dire, on sucre l'assurance chômage et on te force à prendre le boulot que tu n'as pas voulu. Merci, le roi de Galleux. Allez, je vous quitte parce que je dois enchaîner sur Sud Radio, mais on se retrouve demain à 8h pour cette formidable revue de presse du monde moderne. Je sais que vous la kiffez autant que moi. Et puis, n'oubliez pas, il y a eu un accident nucléaire en Chine. Il y a les Échos qui en font leur couve. Et ça, quand même, merci les Échos. C'est les seuls à en faire la couve. C'est le PR. Faut pas dire du mal. C'est vachement bien. Allez, bonne journée à tous. À demain. Prenez pas tout ça trop au sérieux. Gardez la pêche. Nous sommes que mardi et nous sommes le 15 juin. Bis.